Bonjour et bienvenue à ce webinaire où nous allons vous présenter notre projet citoyen. Donc ce projet a été lancé il y a à peu près 1 an avec un petit noyau de 6 personnes et petit à petit il s'est construit avec la création d'une association à l'automne dernier. Actuellement il y a 40 adhérents à l'association et il y a une centaine de sympathisants. Alors ce projet il se situe sur le Nord-Isère, sur le territoire des 2 communautés de communes de l'Izède et des Balcons du Dauphiné. Et donc nous allons maintenant vous montrer un petit peu toutes les caractéristiques de ce projet et où nous en sommes. Alors notre équipe d'une dizaine de personnes qui sont les membres du CA de l'association Énergie du Haut-Dauphiné sont répartis à peu près sur tout le territoire des 2 communautés de communes. Et ils regroupent des compétences diverses et variées, certains ayant déjà travaillé dans le domaine électrique, d'autres étant plus particulièrement impliqués dans la communication, d'autres ayant un profil d'ingénieur, tous étant plus ou moins impliqués dans le milieu associatif ou étant élus ou anciens élus. Alors ce projet, ce qui nous rassemble, c'est un certain nombre de caractéristiques. Alors je vais commencer par bien sûr le développement des énergies renouvelables qui est notre cœur de cible. Ensuite, nous avons ce qui est important, c'est une approche concrète. Une approche concrète, c'est-à-dire que nous ne voulons pas simplement mener une réflexion théorique sur le sujet, mais nous voulons réaliser un projet de A à Z avec la partie étude, la partie installation, mise en service, exploitation d'une centrale d'énergie renouvelable. Et donc c'est ça qui nous intéresse, de mettre la main dans le cambouis pour mener ce projet jusqu'au bout. On veut monter en compétences, ça nous semble important. On est à des niveaux divers de compétences sur le domaine des énergies renouvelables et on pense qu'en regroupant un petit peu toutes nos réflexions, ça va nous permettre de monter en compétences et d'en faire profiter un certain nombre de personnes, aussi bien dans la structure qu'au niveau de la population. Alors on a le sens du partage et du collectif, c'est-à-dire qu'on pense que plus on est nombreux et plus on partage nos compétences et nos motivations, plus on va réussir à faire avancer le projet. Et un point très important, l'intérêt général. Pour nous, on ne fait pas ce projet pour avoir une réalisation à but spéculatif, mais on est là pour essayer de faire avancer les énergies renouvelables sur le territoire, et donc dans le sens de l'intérêt général et en travaillant avec les collectivités. Alors les valeurs, plus particulièrement qui nous rassemblent, ce sont celles de centrales villageoises. Nous avons rejoint le réseau national des centrales villageoises qui regroupe environ 70 structures identiques à la nôtre sur tout le territoire français. Et ces centrales villageoises se caractérisent par un certain nombre de valeurs indiquées dans une charte des valeurs qui sont en premier lieu la participation citoyenne, un lien aux collectivités locales, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille en bonne intelligence et dans le même sens que les élus pour faire avancer les énergies renouvelables sur le territoire. Du coup, en respectant toutes les règles qui peuvent apparaître dans des schémas de cohérence territoriale ou dans des plans locaux d'urbanisme en termes de respect de l'environnement, du patrimoine bâti, architectural et paysager. Et enfin, les 3 dernières valeurs sont des valeurs qui sont liées au fait qu'on fait une activité sur le territoire pour valoriser les ressources du territoire, partager les richesses créées sur le territoire et contribuer du coup au développement local. André vient de vous parler des centrales villageoises et cette carte c'est pour vous indiquer qu'en fait que nous sommes très bien entourés. Donc centrale villageoise du Haut-Dauphiné, c'est la structure que nous sommes en train de monter. Mais vous voyez que nous avons déjà des amis et collègues tout autour de nous, comme Plein d'énergie dans l'Ain ou Copain d'énergie, la centrale villageoise des collines iséroises ou Cévennes d'énergie sur la Capie, etc. et d'autres du côté de la Savoie. Donc tout ça pour vous dire que c'est un processus que nous n'inventons pas, mais nous allons pouvoir nous reposer sur des connaissances déjà bien établies. Alors, une structure citoyenne, une centrale villageoise va se développer et va devoir agir dans un certain écosystème. C'est l'écosystème qu'on vous montre ici. Tout d'abord, comme on le dit, on va s'appuyer sur les citoyens, les habitants.
les deux communautés de communes, les Balcons du Dauphiné et l'ISED. Ensuite, comme nous envisageons tout d'abord les énergies renouvelables et certainement un premier projet dans le photovoltaïque, il va nous falloir trouver des toits. Et ces toits, donc il va falloir nous adresser à des propriétaires de fonciers publics ou privés, et avec qui il va falloir négocier un accès et pouvoir déployer une centrale photovoltaïque. Nous allons également nous reposer sur les entreprises locales. Alors bien sûr, les panneaux photovoltaïques ne seront pas fabriqués sur le territoire, mais nous espérons pouvoir reposer sur de l'expertise d'installation, de bureaux d'études, qui seront eux locaux. Donc il va nous falloir aussi travailler avec des fournisseurs d'électricité, comme Enedis, mais également d'autres. Nous sommes sur un territoire de 53 communes, donc un territoire qui a certainement du potentiel. Il va nous falloir aussi, bien sûr, et nous devons travailler avec les associations locales, que ce soit des associations qui travaillent sur la sobriété énergétique, qui travaillent sur la gestion du patrimoine, qui travaillent sur le développement durable ou la biodiversité. Bien sûr, travailler avec les centrales villageoises. Nous allons aussi nous reposer avec les centrales villageoises qui ont de l'expérience. Et puis deux sociétés comme TE38 ou la GEDEN qui sont déjà impliquées sur le territoire, que ce soit le Nord-Isère ou l'Isère dans sa totalité, et qui sont impliquées sur la gestion des réseaux, l'implantation de nouveaux réseaux électriques ou autres structures, réseaux de chaleur, etc. Et enfin, une fois que notre projet aura mûri, il nous faudra s'engager avec un soutien bancaire et des assurances. Donc là, je voudrais maintenant vous parler un petit peu de l'énergie et du mix énergétique en France. Donc là, c'est des données qui sont extraites du site gouvernemental qui a fait une photo du mix énergétique en 2020, où on voit que en fait, le nucléaire dépasse les 67%. Et le thermique, c'est-à-dire les énergies fossiles, sont à plus de 7%, et que les énergies renouvelables elles-mêmes comptent pour 25% en 2020. Le plan qui a déjà été établi par le gouvernement est d'obtenir 40% de production d'électricité par les énergies renouvelables en 2030. Donc 2030, c'est demain. Et 50% d'électricité sera issue du nucléaire en 2035. Donc là, voilà les objectifs d'un point de vue national. D'un point de vue local, qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc là, on vous présente les énergies renouvelables sur les balcons du Dauphiné. Donc c'est un plan climat-air-énergie, le PCAET, qui a été défini par la communauté de communes à la fin de 2022. Et qui indique qu'en 2014, la source d'énergie renouvelable était de 14%, et qu'en 2030, il se donne comme objectif d'atteindre les 23%, qui sont bien sûr en dessous des valeurs nationales, mais on a un territoire qui, par exemple, ne dispose pas de capacité en éolien, et très peu non plus aussi en d'autres énergies renouvelables que le solaire. Et en 2050, on espère que le territoire pourra atteindre 32%. Donc si on considère juste le photovoltaïque, ça veut dire qu'entre 2014 et 2030, ça nous fait multiplier par presque 10 fois le potentiel d'énergie renouvelable en photovoltaïque. C'est le schéma directeur de ce plan doit être établi cette année en 2024. Pour ce qui est de l'ISED, de manière similaire, un plan a été approuvé début 2023 qui envisage et qui planifie une consommation à partir d'énergie renouvelable qui sera multipliée par presque 9 entre 2020 et 2030, et de la même manière une production de solaire photovoltaïque multipliée par 8 entre 2021 et 2030. Le schéma directeur pour cette communauté de communes, lui, est prévu pour 2025. Donc là, je vais vous présenter en fait notre premier projet qu'on envisage de réaliser sur le territoire.
Donc on va aller sur quelque chose de simple parce qu'effectivement, en termes d'énergie renouvelable, il y a plusieurs possibilités. Comme le disait tout à l'heure Christophe, l'éolien, il peut y avoir l'hydraulique, il peut y avoir la géothermie, plein de choses. Et donc nous, on va s'orienter sur quelque chose de vraiment simple, c'est-à-dire la production d'énergie renouvelable avec des panneaux photovoltaïques. Donc des panneaux photovoltaïques, non pas au sol, mais sur des toitures. Comme on ne le voit pas dans cet exemple, mais bon, on peut imaginer que là, il y a une toiture, on met des panneaux solaires qui produisent du courant continu, qu'on va servir un onduleur, et ensuite qu'on va injecter sur le réseau du producteur national, puisque c'est lui qui en fait nous permet de signer un contrat et de racheter en fait le courant qu'on va produire. Parce qu'effectivement notre but, c'est effectivement sur la première installation qu'on a comme objectif, c'est de réaliser une installation qui va produire autour de 150 kW crête, et donc on va pouvoir revendre en totalité à notre fournisseur. Et donc le contrat, typiquement, aujourd'hui, c'est des contrats de 20 ans. Et dans ce contrat, effectivement, on parlera certainement tout à l'heure de consommation collective. Donc ça, on le fera certainement dans un deuxième temps. Voilà. Donc là, on va vous présenter en fait notre planning, où on en est et quelles sont les étapes importantes. Donc déjà, la première chose qu'il faut peut-être vous indiquer, c'est que nous avons créé donc une association Énergie du Haut-Dauphiné, loi 1901. Donc cette association, en fait, on vous montre un peu le progrès qu'on a établi sur la première partie du tableau en orange ici, où on a établi cette association, créé un comité d'administration, un conseil d'administration de 10 personnes. On vous a montré les photos tout à l'heure sur la carte. Et ici, première étape importante, donc nous avons été acceptés dans le réseau des centrales villageoises en janvier. Sur ce premier trimestre, et même jusqu'en avril, nous avons opéré jusqu'à 10 réunions publiques sur le territoire. Et nous avons également réfléchi suivant 3 commissions, à la fois une commission communication, une commission juridique et une commission technique sur les différents projets de montage qui vont nous conduire à créer une société. Puisque pour opérer et créer, installer une centrale photovoltaïque, par exemple, il nous faut le faire sous le terme juridique d'une société. Donc la société, en fait, nous comptons l'établir début juillet, qui ensuite pourra conduire formellement l'établissement de ces centrales photovoltaïques dont on vient de vous parler. Et jusque-là, l'association, elle, va un peu élaguer, d'un point de vue technique, choisir des toits sur le territoire qui nous semble approprié par rapport à la taille de la centrale que l'on veut construire et installer. Et puis, on a avancé également sur les statuts juridiques, dont on vous parlera un peu après, sur quel type de société on va établir. Et puis, également, nous avons communiqué, puisque notre but, un de nos buts importants, c'est de procéder à un appel de fonds pour avoir des actionnaires. Donc cet appel de fonds, nous allons procéder sur probablement le 3e trimestre de cette année ou à l'automne. Nous allons déclencher notre appel de fonds et à la taille du projet que nous cherchons, dont on vous parlera dans quelques instants d'un point de vue financier, nous allons chercher à obtenir 40 000 € à travers tous les actionnaires citoyens de notre territoire. Donc voilà les étapes sur lesquelles nous sommes, qui nous emmènent jusqu'en début d'année prochaine, et nous pensons que notre projet de centrale villageoise devrait voir le jour sur le milieu de l'année 2025. Alors, comme on vous a dit tout à l'heure, on est répartis en 3 groupes de travail. Là, je vais vous parler du groupe communication, et après on vous parlera du groupe juridique et technique. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de la communication? Déjà pour trouver des investisseurs, puisque la réussite de notre projet dépend quand même de notre capacité à obtenir les fonds suffisants pour financer les projets. Pour trouver des bénévoles aussi, donc là comme on l'a dit, l'équipe a bien augmenté, mais voilà, toutes les compétences sont les bienvenues pour nous aider dans les différentes choses à faire. Et puis également informer de la progression.
quand il y aura un démarrage des travaux et les premières toitures, c'est quand même important de dire aux investisseurs dans quoi a été investi leur argent. Alors par quels moyens est-ce qu'on communique? On est sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur LinkedIn, Énergie du Haut-Dauphiné. Et on est également hébergé par Centrale Villageoise où on a notre page internet pour notre société créée. Oui, en ce qui concerne le groupe de travail juridique, on utilise des statuts type de centrale villageoise parce que centrale villageoise, comme ils le font sur aussi bien les documents techniques que de communication, nous met à disposition des documents qui ont été validés par des avocats et des juristes. Et donc, on a juste à définir, nous, le modèle de société qu'on choisit et un certain nombre d'options. Alors, pour le modèle de société, on a décidé de choisir une société de type SAS, Société par action simplifiée. On avait le choix entre SAS ou société de type coopérative. Et en fait, la SAS est beaucoup plus simple à monter. Et on a pris un certain nombre d'options qui nous permettent de nous rapprocher des coopératives, avec notamment une option d'économie sociale et solidaire, avec aussi le fait que dans les options qui sont prises de gouvernance, c'est que chaque actionnaire, quel que soit le nombre d'actions, aura une voix au cours des assemblées générales pour prendre les décisions. Et on a décidé aussi de mettre en place des collèges. Donc il va y avoir 3 collèges, un collège des citoyens, personnes physiques, un collège des collectivités et un collège des entreprises et associations. Alors pourquoi ces collèges? C'est pour permettre notamment à des collectivités qui voudraient nous rejoindre et investir, comme ça semble être le cas d'après les infos qu'on a pu avoir, de leur donner une place un petit peu plus importante au niveau des décisions, par une pondération qu'ils vont avoir dans les votes. Ils auront toujours des décisions prises avec le principe d'une voix, quel que soit le nombre d'actions, mais leur position sera pondérée au niveau du vote final. Alors aujourd'hui, les statuts sont finalisés et viennent d'être validés par Centrale Villageoise. Et on devrait avoir dans le courant du mois de mai, donc dans les semaines qui viennent, la signature des actionnaires fondateurs, qui sont une petite vingtaine. Et on va avoir courant juin les formalités de création de la société et avec, comme l'a dit Christophe, le lancement de l'appel de fonds à l'automne. Donc pour le groupe de travail technique, donc on est à peu près 7 personnes sur ce groupe-là. Donc là, au niveau de l'association, notre premier travail a été effectivement de faire une sélection de toiture. Donc cette sélection de toiture, donc on s'est focalisé sur le territoire des balcons du Dauphiné. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, les balcons du Dauphiné, donc en fait, ils ont apporté leur appui en fait avec un agent de l'AGEDEN, donc qu'on a présenté tout à l'heure. L'AGEDEN, c'est l'association de gestion durable de l'énergie, et qui nous a conseillé d'un point de vue technique sur comment faire et comment procéder sur notre travail. Vu qu'il y a beaucoup de toitures de collectivités sur le territoire, il y en a plus une centaine, 150. Voilà, donc on prend en compte certains critères effectivement pour minimiser les risques du projet. Voilà, puisque le projet, en fait, il peut, selon les toitures, en fait, y avoir des parts de risque concernant, par exemple, la solidité d'une toiture ou même d'autres critères sur l'orientation de la toiture ou des effets d'ombrage, etc. Donc pour cela, on s'appuie sur des choses qui existent au niveau des centrales villageoises. Donc vous avez de la documentation qui est très riche au niveau des centrales villageoises. Et donc ça nous permet effectivement pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément le technique d'aborder le sujet, de se pencher sur le sujet. On travaille aussi en groupe, donc en fait on confronte également nos avis. Donc on a travaillé sur la première analyse de sélection de toiture. Donc là, ça a duré à peu près plus d'un mois. On s'est donné au niveau de chacun un certain nombre de toitures analysées et on a confronté nos analyses. Donc comment on a fait nos analyses? Donc dans un premier temps, en fait, on utilise des outils. En fait, on n'a pas forcément besoin de se déplacer sur site. Là, en fait, on a utilisé des outils comme Géoportail, que je pense que tout le monde connaît ou a utilisé dans son quotidien ou certaines recherches. On utilise aussi des outils d'open data. Donc, il y a l'open data Enedis qui nous permet
effectivement d'analyser si en fait un bâtiment est proche du réseau en fait électrique, pour qu'on puisse effectivement plus facilement faire l'injection côté réseau, parce qu'effectivement plus votre toiture sera éloignée du réseau, plus le coût de raccordement peut être important. Ainsi que aussi, il faut que le réseau soit dimensionné, il faut qu'il puisse avoir la capacité d'absorber l'énergie qu'on produit. Je vous rappelle voilà, notre projet, c'est 150 kW, donc voilà, il faut que le réseau soit suffisamment dimensionné. Un outil comme PVGIS va aussi nous aider en fait, à estimer le productible qu'on va avoir sur une année. Et donc avec ça, on pourra estimer effectivement la partie financière qu'on aura sur le projet. Et également, donc, on utilise des outils maison ou des centrales villageoises ou nos propres outils. Nous, par exemple, on a utilisé la QGIS, qui est un logiciel libre qui nous permet effectivement d'afficher des cartes, donc notamment des toitures. Et avec cet outil, on a pu filtrer et créer en fait un tableau. Donc je ne vais pas vous présenter parce que c'est quand même assez long. Et dans ce tableau-là, on va retrouver les critères qu'on a besoin pour prendre en compte, pour dire voilà, cette toiture, elle est intéressante ou pas. Pour l'avant-projet, donc cette étape-là, on est en train de l'élaborer. Voilà, donc ça va être, maintenant qu'on a identifié les premières toitures, voilà, donc sur à peu près une bonne centaine de toitures, on a aujourd'hui on a 7 toitures qui ont du potentiel au niveau des collectivités, parce que là aujourd'hui on cible les collectivités. Et donc là, notre prochaine étape, ce sera d'aller sur place, de contacter les collectivités et de voir avec elles si on peut réaliser ces visites. Et donc sur place, on va pouvoir plus se rendre compte effectivement de l'aspect de la toiture. Donc l'aspect de la toiture va être surtout d'un point de vue en fait architecture. Hein. Effectivement, si la toiture, voilà, est-ce qu'elle va présenter ou pas des possibilités de pouvoir accepter notamment le poids des panneaux photovoltaïques. Ça, c'est effectivement un sujet qui sera pris en compte dans le projet et qui sera donc au niveau de la société. Donc, on va préparer déjà en fait un dossier. Donc, on aura toutes les caractéristiques du bâtiment et donc du projet qu'on va soumettre à la société qui, elle va prendre en main le projet et pour en fait réaliser le projet, donc le soumettre en fait à un bureau d'études qui va faire donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage et va donc valider d'un point de vue technique la faisabilité, dont notamment en fait les calculs de structure au niveau du bâtiment. Voilà, pour être effectivement dans les normes et avoir un projet viable et, comme on l'a dit tout à l'heure, sans risque. Effectivement. Et une fois qu'on aura fait cet avant-projet, on pourra aussi en parallèle s'engager avec le propriétaire foncier pour justement utiliser sa toiture. Donc, cette utilisation va passer par un contrat, une signature d'un bail de location de la toiture. Par rapport au groupe technique, comme on a pu le faire justement au fil et à mesure des réunions publiques qu'on a fait depuis le début d'année, donc il y a des personnes qui nous ont rejoints, qui étaient intéressées par notre démarche. Donc ils ne sont pas forcément tous des techniciens, mais comme moi, hein, je serais plutôt, moi je suis plutôt dans l'informatique. Et donc j'ai apporté effectivement mes compétences informatiques, comme j'ai pu le faire dans QGIS. Et d'autres personnes ont là plus d'expérience sur le terrain, sur le bâti, des choses comme ça. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous nous contactez, vous trouverez nos coordonnées donc sur notre résumé et vous pourrez nous contacter pour rejoindre notre commission ou même une autre commission. Voilà. Et également, si vous avez une grande toiture, vous pouvez aussi la proposer. Voilà. Dans notre démarche, aujourd'hui on est sur les collectivités, mais si toutefois on n'a pas possibilité de faire notre premier projet sur une toiture de collectivité, certainement qu'on s'orientera sur une toiture d'entreprise. Donc des grandes toitures, il en existe beaucoup. Oui, pour finir cette présentation, on va aborder le problème du financement. Alors, on vous a parlé tout à l'heure de surface de 800 mètres carrés, de puissance crête de minimum 150 kW. En fait, l'expérience de centrale villageoise montre qu'il est nécessaire d'avoir des toitures aujourd'hui importantes pour que le projet soit économiquement viable.
Alors comme on l'a dit, on ne vise pas du tout un investissement spéculatif, mais il faut que le projet soit rentable. On a même souvent dit qu'il fallait qu'il puisse rapporter de l'ordre de ce que rapporte un livret A, c'est-à-dire 2 à 3% d'intérêt par an. Et donc pour que ce projet soit viable, il faut qu'il ait une taille suffisamment importante. Alors pourquoi ? Parce que même si les prix des panneaux ont fortement diminué ces derniers temps, les soutiens de l'État au niveau des subventions ont disparu depuis maintenant 3 ans. Et par ailleurs, le prix de rachat par EDF ou d'autres producteurs qui sont régis par l'État ont énormément diminué également. Et donc, il faut avoir une taille suffisante pour que le projet soit rentable. Alors par ailleurs, on l'a dit tout à l'heure qu'on aurait des contacts avec les banques. En fait, nous, on vise d'avoir, comme on l'a dit, la vente totale qui peut permettre de rassurer des banques parce qu'il y a des paiements garantis pendant 20 ans. Et nous, ce qu'on envisage, c'est d'avoir à peu près 25% d'apport en fonds propres et 75% de prêts bancaires. Donc, on arrive du coup à plusieurs solutions, c'est-à-dire soit on a des fonds, on va en parler juste après, soit des fonds propres suffisants et on fera un projet, donc, comme on l'a dit, de l'ordre 150-160 kW crête, donc 800 mètres carrés. Si on a des fonds suffisants, on passera peut-être directement à 2 installations, voire 3, qui peuvent être faites en même temps ou légèrement décalées dans le temps de quelques mois. Alors les fonds propres, Christophe en a parlé tout à l'heure, donc on vise pour faire une installation d'avoir 40 000 € et en fonction du résultat qu'il va y avoir de l'appel de fonds qu'on va faire en fin d'année, donc au dernier trimestre, si on a effectivement, il faudra attendre d'avoir 40 000 € de fonds propres pour pouvoir lancer le premier projet et l'installation du premier projet. Par contre, si on avait plus, ça permettra éventuellement d'avoir 2 installations en même temps, voire 3. Enfin bon, on viserait plutôt 2, ça serait déjà bien. Et là, il y aura des choix à faire par la société. Soit, effectivement, on se lance, mettons qu'on ait 60 000 € de fonds propres en fin d'année. Soit on dira, on attend un petit peu pour avoir 15 000 € de plus pour faire 2 installations. Soit on dit, on va faire une installation, mais en diminuant les prêts bancaires, ce qui permettra d'avoir un projet plus rentable. Donc ça sera la société qui le décidera à l'automne ou tout début 2025, en fonction effectivement du résultat de l'appel de fonds. Alors les actions, le prix a été fixé, il est de 100 € par action, ce qui est, on pense, raisonnable et qui peut permettre, peut-être pas à tout le monde, mais à la plupart, je dirais, des personnes de pouvoir acheter au minimum une action. Et c'est ce qui se pratique en général dans toutes les structures de centrales villageoises. Et donc, du coup, pour avoir ces 40 000 €, il faudra au minimum avoir 400 actions qui sont effectivement souscrites d'ici la fin de l'année. Alors, qui peut être actionnaire ? Les particuliers, des collectivités, des communes, des communautés de communes, des entreprises, des associations éventuellement. Alors, la particularité, ce qui est prévu dans nos statuts, c'est que ce soit des personnes particulières, collectivités, entreprises ou associations, il faut qu'elles soient sur le territoire ou qu'elles aient un lien très fort avec le territoire. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous dire dans cette présentation. On espère que ça vous aura éclairé un petit peu votre connaissance du projet. Et puis n'hésitez pas, avec les coordonnées là, qui sont accessibles, à nous contacter pour avoir plus d'informations, soit par le site internet, soit par mail, soit par les réseaux sociaux. Merci beaucoup et à très bientôt.